1000 bus surgissent à Ouagadougou en pleine guerre. Le choc vient de la méthode. Plus de 80 millions de dollars réinvestis, sans dette extérieure, uniquement grâce à l'or et au coton, avec des audits rendus publics. Mais qu'est-ce que ce test dit vraiment au-delà du transport? Et pourquoi Ibrahim Traoré l'a-t-il voulu comme vitrine de souveraineté? Parce que la durabilité, elle, n'obéit pas au slogan. Ce qui suit ne cherche ni à glorifier ni à condamner. L'objectif est plus précis. Comprendre ce que révèle réellement le projet des 1000 bus sur la capacité d'un État à agir sans levier extérieur, dans un contexte de conflit et de contraintes extrêmes. En quelques mois, le Burkina Faso a tenté quelque chose que beaucoup jugent irréaliste: financer une infrastructure lourde uniquement avec ses propres ressources. Pour le public, et l'enjeu est clair, savoir si un modèle fondé sur la souveraineté économique peut produire des résultats concrets, mesurables et reproductibles. L'intérêt pour le spectateur tient en une promesse simple: en moins de 30 minutes, disposer des éléments factuels pour juger par soi-même. Pas un récit héroïque, mais une analyse structurée. Ce projet touche directement à des questions universelles: dépendance, autonomie, risques assumés, bénéfices immédiats. Derrière les bus, il y a un test grandeur nature. Jusqu'où un pays peut-il aller lorsqu'il décide de ne compter que sur lui-même? La réponse n'est ni évidente ni confortable, et c'est précisément ce qui mérite d'être examiné. Plus de 80 millions de dollars ont été mobilisés sans tête extérieure, dans un pays en guerre. Ce chiffre, à lui seul, et résume le pari engagé par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Là où la plupart des États cherchent des prêts, des bailleurs ou des partenaires, ce projet a suivi une trajectoire inverse: réinvestir exclusivement des revenus internes issus de l'or et du coton. Ce choix n'est pas anecdotique. Il constitue le cœur de l'expérience. Le projet des 1000 bus ne naît pas dans un contexte stable. Le Burkina Faso fait face à une insécurité persistante, à des pressions budgétaires fortes et à une défiance historique envers les modèles économiques dépendants de l'endettement. C'est précisément dans ce cadre contraint que la décision a été prise. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas seulement de répondre à un problème de transport urbain, mais de tester une capacité d'action souveraine, visible et vérifiable. Le contexte régional renforce la portée du geste. En Afrique de l'Ouest, les politiques publiques sont souvent freinées par le poids de la dette et la dépendance au financement extérieur. Ici, le financement repose sur deux ressources nationales, connues pour leur volatilité. Le risque est donc réel. Une baisse brutale des prix mondiaux pourrait fragiliser l'ensemble du modèle. Ce danger est assumé dès le départ. Pourtant, un élément distingue ce projet: la transparence. Chaque dépense liée au bus est auditée et rendue publique. Cette pratique, rare à cette échelle, vise à répondre par avance aux critiques sur la gestion des fonds. Elle sert aussi un objectif politique clair: démontrer que l'argent national peut être administré efficacement. Ce mini révélateur éclaire l'enjeu central. Les bus ne sont pas une fin en soi. Ils sont un instrument. À travers eux, Ibrahim Traoré cherche à prouver qu'un État peut, même sous pression, transformer ses ressources en leviers concrets. La question n'est donc plus seulement: cela fonctionne-t-il, mais combien de temps cela peut-il tenir? Sur le terrain, le projet prend un visage concret. Dans les dépôts réaménagés de Ouagadougou, des ateliers ont été relancés, parfois à partir de structures quasi abandonnées. Des jeunes y apprennent à assembler, diagnostiquer, réparer. Ce ne sont pas encore des ingénieurs chevronnés, mais une main-d'œuvre technique en formation accélérée, mobilisée autour d'un objectif clair: faire rouler une flotte nationale, conçue et entretenue localement. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme celui d'un gestionnaire quotidien que comme un déclencheur politique.
La décision initiale crée un cadre, puis l'exécution repose sur des équipes locales, des formateurs, des responsables d'ateliers. Très vite, des effets visibles émergent. Les premiers bus circulent, les horaires deviennent prévisibles, les lignes sont identifiables. Dans une ville habituée à l'informel, cette régularité change les usages. Un premier micro-effet se manifeste chez les usagers. Les trajets, auparavant longs et incertains, se raccourcissent. La ponctualité devient possible. Cela touche directement les travailleurs, les étudiants, les familles. Un second effet apparaît dans l'écosystème économique local. Autour des bus se structurent des besoins nouveaux: maintenance, pièces détachées, gestion des flux, formation continue. Chaque fonction crée une activité, parfois modeste, mais cumulée. Ces impacts précoces restent limités géographiquement. Ils concernent surtout la capitale, mais ils posent une question centrale. Quand une politique publique commence à modifier le quotidien, même partiellement, doit-on la juger sur son intention ou sur sa capacité à s'étendre et durer? Tout commence par une décision politique nette. En pleine instabilité sécuritaire, le financement extérieur est écarté. Ibrahim Traoré valide une ligne simple: pas de dette, pas d'intermédiaire, uniquement des ressources nationales. Ce choix ferme certaines portes, mais il en ouvre une autre, plus risquée: dépendre entièrement de l'or et du coton pour financer une infrastructure lourde. À ce stade, le projet n'existe encore que sur le papier et les doutes dominent, y compris au sein de l'administration. L'activation débute dans les dépôts de Ouagadougou. Les infrastructures sont réorganisées. Les premiers équipements arrivent, les équipes locales sont constituées, souvent à partir de profils peu qualifiés mais disponibles. La pression est immédiate. Chaque retard technique menace la crédibilité politique du projet. Chaque erreur devient un argument pour ses détracteurs. Pourtant, les premières chaînes d'assemblage prennent forme. Les essais commencent. Les premiers bus sont prêts à sortir. La montée en puissance est rapide. Les bus sont mis en circulation progressivement, ligne par ligne. La ville observe. Les usagers testent, hésitent, puis adoptent. Les horaires fixes et la visibilité du réseau créent un contraste fort avec les anciens minibus vétustes et imprévisibles. Cette phase marque un basculement. Le projet cesse d'être une promesse pour devenir une réalité observable. À ce moment précis, Ibrahim Traoré commence à être associé publiquement à un résultat tangible et non plus à une intention. Vient ensuite le pic. Le déploiement s'accélère. Le chiffre symbolique des 1000 bus s'impose dans le discours public. Les audits sont publiés. Les montants engagés, plus de 80 millions de dollars, sont confirmés. Cette transparence alimente un récit de rupture. L'idée qu'un État peut investir massivement sans s'endetter. Dans le même temps, la formation s'intensifie. Des milliers de jeunes sont intégrés aux ateliers, à la maintenance, à la gestion du réseau. Le projet dépasse alors le cadre du transport. Les premières répliques apparaissent presque immédiatement. Sur le plan économique, la dépendance aux matières premières devient un sujet central. Les analystes soulignent la volatilité des prix mondiaux. Une baisse prolongée de l'or ou du coton pourrait fragiliser l'entretien de la flotte. Sur le plan sécuritaire, certains questionnent la capacité à protéger durablement les infrastructures dans un pays sous tension. Ces critiques ne stoppent pas le projet, mais elles en redessinent les limites. Dans la population, les réactions évoluent. Le scepticisme initial laisse place à une forme de pragmatisme. Les bus fonctionnent, les trajets sont plus courts, les quartiers périphériques sont mieux reliés. Le bénéfice est concret même s'il reste partiel. Cette adoption progressive renforce la légitimité du projet tout en augmentant la pression sur ses responsables. Désormais, l'échec n'est plus théorique, il serait visible. Cette séquence révèle une dynamique clé.
Le projet des 1000 bus n'est pas linéaire. Il avance par à-coups, sous contrainte, exposé aux chocs externes. Mais il démontre aussi qu'une décision initiale peut enclencher une chaîne d'effets réels. À ce stade, la question se déplace. Le système peut-il absorber les prochains chocs ou a-t-il déjà atteint son point de tension maximale? Au départ, le système de transport urbain de Ouagadougou reposait sur des minibus informels aux horaires irréguliers et à la capacité limitée. Après le déploiement progressif des 1000 bus, un premier changement mesurable apparaît. Les temps de trajet ont diminué d'environ 30%. Cette baisse signifie moins d'attente, plus de prévisibilité et une meilleure synchronisation entre domicile, travail et services essentiels. Ce n'est pas un gain abstrait. C'est du temps récupéré chaque jour par des milliers d'usagers. Le deuxième indicateur concerne l'investissement initial. Plus de 82 millions de dollars ont été mobilisés sans recours à l'endettement extérieur. Cette somme, issue exclusivement des revenus de l'or et du coton, représente un choix stratégique assumé. Elle montre qu'un État peut transformer des ressources brutes en infrastructures fonctionnelles. Dans un contexte où la dette est souvent la condition préalable à tout projet d'envergure, ce financement interne constitue une rupture méthodologique. Il expose aussi le pays à un risque clair, la dépendance à des marchés mondiaux volatiles. Le troisième chiffre clé concerne l'emploi. Le projet a permis de créer plus de 10 000 emplois directs et indirects. Ce total inclut l'assemblage, la maintenance, la gestion du réseau et les services associés. Derrière ce nombre se cache un effet structurel. Les compétences acquises ne disparaissent pas avec la mise en circulation des bus. Elles s'ancrent dans le tissu économique local. Cela réduit à terme les coûts de maintenance et limite la dépendance à des prestataires extérieurs. Ces trois données dessinent une trajectoire claire. Le point de départ était un système fragmenté, peu fiable et socialement coûteux. Le changement observé montre une amélioration mesurable de la mobilité, une activation de l'économie locale et une rétention de valeur à l'intérieur du pays. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres servent de socle argumentatif. Ils permettent de répondre aux critiques non pas par un discours idéologique, mais par des résultats vérifiables. Cependant, les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. La réduction des temps de trajet améliore l'accès à l'éducation et à la santé, mais elle dépend du maintien du réseau. Les emplois créés renforcent la cohésion sociale, mais ils nécessitent une formation continue et des débouchés durables. L'investissement initial prouve une capacité d'action, mais il ne garantit pas la stabilité financière à long terme. Chaque indicateur positif est accompagné d'une condition de maintien. Un autre élément mérite attention, la transparence des données. Les audits publiés jouent un rôle central. Ils réduisent l'incertitude, limitent les soupçons de détournement et renforcent la confiance publique. Cette pratique transforme les chiffres en outils politiques. Ils deviennent un langage commun entre l'État, les citoyens et les observateurs externes. Dans un environnement marqué par la défiance, cette lisibilité est un actif en soi. En définitive, les preuves chiffrées montrent un déplacement réel du système. Elles ne prouvent aussi pas encore la durabilité du modèle, mais elles invalident l'idée selon laquelle un financement interne serait incapable de produire des effets tangibles. La question suivante s'impose logiquement. Ces résultats résisteront-ils à la critique la plus forte, celle des opposants au modèle? Les critiques du projet avancent d'abord un argument central, la vulnérabilité. Fonder un financement public presque exclusivement sur l'or et le coton expose le Burkina Faso à des chocs externes incontrôlables. Une chute brutale des prix mondiaux réduirait immédiatement les marges budgétaires nécessaires à l'entretien de la flotte.
Dans un pays déjà fragilisé par l'insécurité, cette contraction pourrait forcer des arbitrages douloureux entre transport, sécurité et services sociaux. Vu sous cet angle, le projet apparaît moins comme un modèle et davantage comme un pari asymétrique. Un second argument porte sur le contexte politique et sécuritaire. Les opposants estiment qu'un État en guerre devrait prioriser des dépenses directement liées à la stabilisation plutôt qu'une infrastructure urbaine lourde. Chaque bus devient alors un symbole ambigu. Réussite visible pour les uns, détournement de priorité pour les autres. À cela s'ajoute une crainte institutionnelle. Si le système devient trop complexe ou coûteux à gérer, il pourrait générer une dépendance interne nouvelle, cette fois non pas à la dette, mais à une machine administrative difficile à soutenir dans la durée. Face à ces critiques, les partisans du projet apportent une réponse structurée. D'abord, ils rappellent donc que la dépendance existe déjà, mais sous une autre forme. Le recours systématique à l'endettement extérieur expose les États au même choc, avec en plus une perte de souveraineté décisionnelle. En choisissant un financement interne, Ibrahim Traoré ne supprime pas le risque, il le déplace et le rend plus lisible. Cette lisibilité permet d'anticiper et d'ajuster, plutôt que de subir des conditions imposées. Ensuite, il souligne l'effet de résilience généré par la montée en compétences locales. La formation de milliers de jeunes crée une capacité d'entretien et de production qui réduit progressivement les coûts. Contrairement au scénario d'importation totale, chaque réparation locale conserve de la valeur dans l'économie nationale. Les audits publics renforcent cette logique en instaurant un contrôle continu, limitant les dérives qui minent souvent les grands projets. Le débat ne se résout pas par un vainqueur clair. Les risques sont réels, documentés et structurels. Mais les réponses apportées ne relèvent pas du déni. Elles s'appuient sur des mécanismes observables. La vraie ligne de fracture n'oppose donc pas optimisme et pessimisme, mais deux visions du risque, celui que l'on externalise et celui que l'on accepte de porter soi-même. Le point de bascule ne concerne ni le transport ni le nombre de véhicules. Il se situe ailleurs, dans la transformation silencieuse de l'appareil productif local. À mesure que la flotte se stabilise et un changement moins visible s'opère, le pays cesse d'acheter une solution clé en main et commence à maîtriser une chaîne complète de l'assemblage à la maintenance. Cette transition modifie la nature même du projet. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une décision politique audacieuse, mais à un déplacement structurel. Les ateliers deviennent des lieux d'apprentissage durable. Les compétences accumulées dépassent le cadre des bus. Elles s'appliquent à d'autres équipements, à d'autres besoins industriels. Ce glissement réduit progressivement la dépendance technique, même si la dépendance financière aux matières premières demeure. Cette révélation change la lecture des risques. Si le financement venait à se tendre, tout ne disparaîtrait pas. Une partie de la valeur créée resterait ancrée localement sous forme de savoir-faire et d'organisation. Le projet cesse alors d'être un simple test budgétaire. Il devient un pari sur la capacité d'absorption et d'adaptation d'un système national. C'est ici que la question initiale se reformule. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les bus peuvent continuer à rouler, mais si cette infrastructure invisible peut amortir les chocs à venir. Pour les citoyens, l'impact le plus immédiat est celui du quotidien. La réduction d'environ 30% des temps de trajet modifie l'organisation des journées. Les travailleurs arrivent plus régulièrement à l'heure. Les élèves accèdent plus facilement aux établissements scolaires. Les familles des quartiers périphériques, longtemps pénalisées par l'éloignement, gagnent en prévisibilité. Ce bénéfice est tangible, mais il reste conditionné à la continuité du service.
Une dégradation du réseau ferait immédiatement disparaître ces gains, ce qui rend la population directement dépendante de la stabilité du modèle. Du côté des travailleurs et des jeunes formés, l'effet est plus structurel. Les plus de 10 000 emplois créés ne se limitent pas à une rémunération ponctuelle. Ils s'accompagnent d'un apprentissage technique transférable, assemblage, maintenance, gestion logistique. Ces compétences constituent un capital humain réutilisable. Même si le projet ralentissait, ce savoir ne s'évaporerait pas totalement. C'est l'un des arguments clés avancés par les soutiens d'Ibrahim Traoré. La valeur produite ne se limite pas aux bus visibles dans la capitale. Pour les entreprises locales, le projet agit comme un catalyseur partiel. La demande en pièces, en services et en maintenance stimule un tissu économique encore fragile. De petites activités émergent autour du réseau de transport. Toutefois, cette dynamique reste concentrée géographiquement et sectoriellement. Elle ne transforme pas encore l'ensemble de l'économie nationale. Les entreprises bénéficiaires restent donc exposées à un risque de contraction si les financements venaient à diminuer. Du point de vue de l'État, les conséquences sont plus ambivalentes. Le projet renforce la légitimité politique à court terme. Il offre une preuve visible de capacité d'action sans dette extérieure. Mais il crée aussi une responsabilité accrue. En liant un service public essentiel à des ressources volatiles, l'État accepte une exposition directe aux fluctuations mondiales. Une baisse prolongée des revenus de l'or ou du coton obligerait à arbitrer entre entretien, extension ou réduction du réseau. Chaque choix aurait un coût social et politique immédiat. Sur le plan régional, l'expérience est observée avec attention. Certains y voient un précédent inspirant, d'autres un cas isolé difficilement reproductible. Le projet ne redéfinit pas encore les règles du jeu africain, mais il introduit un élément nouveau dans le débat. La possibilité d'un financement interne massif, même dans un contexte de crise. Au final, les conséquences ne sont ni uniformément positives, ni uniformément négatives. Elles dessinent une zone intermédiaire faite de gains réels et de dépendances nouvelles. Ibrahim Traoré apparaît ici comme l'initiateur d'un déplacement, pas comme le garant d'un équilibre définitif. La suite dépendra moins de l'élan initial que de la capacité à absorber les chocs à venir. Le premier scénario est celui de la stabilisation prudente. Dans cette trajectoire, les prix de l'or et du coton restent suffisamment favorables pour couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance. Le réseau de bus continue de fonctionner principalement à Ouagadougou, sans extension majeure. Les ajustements budgétaires se font à la marge. L'objectif n'est plus de démontrer mais de consolider. Ce scénario limite les risques, mais il plafonne aussi l'impact. Le projet reste viable sans devenir transformateur à l'échelle nationale. Le deuxième scénario envisage une expansion progressive. Il suppose une conjoncture économique plus favorable et une capacité administrative renforcée. De nouvelles villes pourraient être intégrées, qui avec la création d'ateliers locaux et la formation de nouveaux techniciens. Dans cette hypothèse, le projet des 1000 bus cesse d'être un cas urbain pour devenir un levier de politique publique plus large. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario renforcerait l'argument d'un modèle reproductible. Mais il accroît aussi l'exposition au choc, car chaque extension multiplie les cookies d'Igufix. Le troisième scénario est celui des pressions et fragilités. Une baisse marquée des revenus issus des matières premières combinée à des tensions sécuritaires réduirait les marges de manœuvre. L'entretien deviendrait plus difficile. Certaines lignes pourraient être suspendues. La confiance des usagers s'éroderait rapidement. Dans ce contexte, les critiques gagneraient en poids, présentant l'expérience comme insoutenable sans soutien extérieur. Ce scénario ne signifie pas un effondrement immédiat, mais une contraction visible et politiquement coûteuse.
Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions. Elles servent de cadre de lecture. Elles montrent que l'avenir du projet dépendra moins d'un choix unique que d'une capacité d'ajustement continu. La recommandation centrale est donc intellectuelle plutôt que technique. Juger le projet non sur son ambition initiale, mais sur sa faculté à évoluer sans renier ses principes. Pour le citoyen urbain, l'expérience du Burkina Faso résonne comme une question familière. Que vaut un service public quand il devient enfin prévisible? Le projet des bus montre qu'une amélioration concrète, même partielle, modifie rapidement les comportements. On s'organise autrement. On accepte plus facilement des règles communes. Cette réaction n'est pas propre à Ouagadougou. Elle rappelle que la confiance institutionnelle commence souvent par des effets très pratiques. Pour les jeunes en formation, le message est différent. L'entrée dans des ateliers techniques, même liés à un projet unique, crée une trajectoire professionnelle là où il n'y en avait pas. Le spectateur peut y voir une leçon transférable. L'investissement dans des compétences locales produit des rendements qui dépassent le cadre initial. Ce n'est pas une solution miracle, mais un socle. Sans formation, aucune autonomie n'est durable. Pour les acteurs économiques, le cas invite à la prudence. Un projet porté par l'État peut stimuler une demande locale, mais il crée aussi une dépendance. Les entreprises qui se structurent autour du réseau de transport gagnent des opportunités, tout en s'exposant à un ralentissement brutal si les financements se tendent. Le spectateur est alors confronté à une tension classique. Profiter d'un élan public sans en devenir prisonnier. Enfin, pour le citoyen observateur, au-delà du Burkina Faso, l'intérêt est analytique. Ce projet oblige à reconsidérer certains réflexes. L'endettement n'est pas la seule voie. L'autonomie n'est pas gratuite. Chaque modèle comporte des coûts visibles et des coûts cachés. Comprendre cette balance permet de dépasser les jugements rapides, favorables ou hostiles. À ce stade, une question personnelle s'impose. Face à un choix collectif risqué mais assumé, vaut-il mieux l'immobilisme sécurisé ou l'expérimentation contrôlée? Le projet des bus n'impose pas de réponse. Il oblige simplement à se positionner. La première étape concerne la gouvernance financière. La poursuite et l'institutionnalisation des audits publics sont essentielles. Tant que chaque dépense reste traçable et publiée, le projet conserve sa crédibilité. Cette transparence ne protège pas seulement contre la corruption. Elle crée un cadre de décision plus rationnel où les arbitrages budgétaires peuvent être expliqués et acceptés, même lorsqu'ils sont contraints. Pour Ibrahim Traoré, ce mécanisme est un pilier car il transforme un choix politique en processus contrôlable. La deuxième étape touche à la professionnalisation continue. Les formations initiales ont permis de lancer le réseau, mais elles ne suffisent pas à garantir sa durabilité. Il s'agit désormais de structurer des parcours, des certifications internes et des équipes capables de transmettre le savoir. Sans cette montée en gamme, la dépendance technique pourrait réapparaître, non plus vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis d'un noyau restreint de compétences. La troisième étape vise la diversification progressive des ressources. Le financement par l'or et le coton a démontré une capacité d'action. Il n'a pas vocation à rester exclusif. Explorer d'autres sources internes, comme certaines filières agricoles ou énergétiques, permettrait d'amortir les chocs de prix. Cette diversification ne remet pas en cause la souveraineté du modèle. Elle en renforce la résilience. La quatrième étape concerne l'extension maîtrisée. Étendre le réseau à d'autres villes ne peut se faire qu'à condition de reproduire les ateliers locaux et les structures de maintenance. Une croissance trop rapide créerait des coûts fixes ingérables. Une croissance trop lente figerait les bénéfices. L'équilibre est délicat. Enfin, la cinquième étape implique les usagers.
Ajuster les lignes, les horaires et les priorités à partir des retours citoyens permet d'ancrer le projet dans le réel. À ce stade, la réussite ne dépend plus d'un symbole, mais d'une capacité collective à ajuster en permanence. Dans un atelier de Ouagadougou, le même geste se répète chaque jour. Ajuster une pièce, tester un circuit, valider un frein. Rien d'héroïque en apparence. Pourtant, ce geste résume mieux que n'importe quel discours ce que le projet des 1000 bus a déclenché. Il marque le passage d'une dépendance subie à une action assumée. À cet instant précis, la souveraineté cesse d'être une idée abstraite pour devenir une pratique quotidienne. Ibrahim Traoré est souvent associé à la décision initiale, au choix radical du financement interne. Mais l'héritage réel se joue ailleurs. Il se trouve dans ses compétences accumulées, dans ses routines techniques qui ne disparaissent pas d'Irino pas avec un cycle politique. Même si le projet devait ralentir, quelque chose resterait. Un savoir-faire, une confiance retrouvée dans la capacité à produire, réparer, maintenir. Les bus visibles dans la ville finiront par vieillir, les chiffres évolueront, les critiques persisteront, mais le motif central demeure. Un pays qui tente de se reconstruire à partir de ses propres moyens sans garantie de succès. Cette tentative n'est ni parfaite ni définitive. Elle est fragile, exposée, réversible. Et c'est précisément pour cela qu'elle compte, parce qu'elle montre que l'autonomie n'est pas un état final, mais un mouvement fait de choix répétés, de corrections, d'efforts continus. Dans ce mouvement, chaque bus qui roule raconte moins une victoire qu'une volonté de ne plus rester immobile. Le projet des 1000 bus ne demande pas l'adhésion, il appelle à la discussion. Il pose une question simple mais exigeante. Qu'est-ce qu'un pays est prêt à risquer pour tenter de reprendre la main sur son avenir économique? En observant cette expérience, chacun peut y projeter ses propres références, ses doutes, ses attentes. Certains verront dans l'initiative portée par Ibrahim Traoré une preuve de courage politique. D'autres y liront une prise de risque excessive. Les deux lectures peuvent coexister. Ce qui importe, c'est le débat qu'elle rend possible. Un débat sur la dette, sur la souveraineté, sur la capacité réelle des États à agir sans dépendance structurelle. Un débat qui dépasse le Burkina Faso et concerne toute société confrontée à des choix contraints. Rien n'oblige à imiter ce modèle. Mais l'ignorer reviendrait à refuser d'examiner une alternative concrète. À ce stade, la question se déplace vers vous. Face à un projet imparfait mais assumé, que retenez-vous? Le résultat visible, le risque pris ou le processus engagé? Et surtout, dans votre propre contexte, quel choix collectif mériterait d'être testé plutôt que reporté indéfiniment? C'est en confrontant ces expériences que naissent les trajectoires nouvelles.